Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur Bitcoin, Ethereum, voilà, tout ce qu'il peut, on est de retour de vacances, donc on se remet un petit peu dans le bain de l'analyse technique fondamentale et sentiment order flow sur Bitcoin. Ici, Bitcoin face au dollar, j'en profite pour faire un appel à l'abonnement comme d'habitude. Tous ceux qui, dont le contenu peut plaire, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description. Globalement, ici, on est donc sur le prix du Bitcoin. On a marqué un échec assez important et je pense que c'est assez important pour le mettre en avant. Alors, je vais vous montrer la structure globale ici. Là, en gros, on a une épaule tête-épaule ici. J'en parle assez souvent sur la chaîne. Celle-ci, on n'arrive pas ici à repasser la ligne de coup de cette épaule tête-épaule. Ligne de coup qui se trace toujours, je le rappelle, d'une aisselle à une autre. Et vous voyez qu'on l'a perdue ici à ce niveau-là. Donc, globalement, cette épaule tête-épaule, elle a une target en théorie qui nous emmènerait autour des 14 500 $. Dans le même temps, on se positionne un petit peu sur ce truc-là, cette correction un peu montante parallèle, qui ressemble de plus en plus à un biseau. On avait vu un bear flag au départ. Si jamais c'est un bear flag, vous voyez qu'il a à peu près la même target, avec une target ici autour des 15 100 $. Donc cette correction-là, hein, et comment vous calculez un bear flag? Tout simplement, vous reportez le mât, donc la distance ici depuis la dernière structure. Ici, ce mât-là, vous le reportez ici en le mettant en haut du flag. Donc globalement, ce qu'on peut voir ici, c'est vraiment un échec de ce petit rallye de soulagement qu'on avait entrevu, hein. On avait entrevu ici des pertes de momentum, etc. Et on avait entrevu potentiellement ici un rejet. On rebondit sur ce support là ici qui est plutôt propre, et on rebondit également sur cette ligne de tendance qui est plutôt propre aussi. Donc on va analyser bien entendu ici le momentum, mais comprenez bien que ce rejet ici n'augure rien de bon pour le moment en tout cas. On avait ici nous le scénario principal sur la chaîne, et on l'a toujours, qu'on est dans une sorte de grosse leading diagonale qui va potentiellement nous emmener, donc je vous dessine les vagues, ça va être fait un petit peu à la serpe, mais voilà, qui peut potentiellement nous emmener ici, au contact de pour un troisième contact avec cette droite rouge que vous voyez là, qui est tout simplement une résistance, et que là, à partir de là, il y aura potentiellement un rejet pour venir faire ici soit un double bottom autour des 19 par exemple, ça serait vraiment une bonne option. Ou alors tout simplement repartir ici dans quelque chose d'impulsif, c'est-à-dire une de, globalement tout dépendra de suite à si jamais on fait ça, à quelle correction on aura droit ici, et globalement on pourrait revenir à nouveau visiter les 22, que ça serait pas choquant. Si jamais on redescend au 19 et au 17, la structure sera différente, il faudra y voir autre chose, donc dans une structure plus grande, tout simplement lire ici une diagonale également sur ce gros mouvement là, c'est-à-dire en gros ici excusez-moi, 2, 3, ça aura été une 4, et on aura ici une 5 qui viendra potentiellement même d'ailleurs, qui pourrait venir ici toucher les 14 000, venir faire un double bottom au 17, ou rebondir sur ce support assez majeur qui est tout simplement celui des 19 000 $. Globalement, voilà l'idée. Pour le moment, est-ce qu'on pourrait repartir ici? Vous comprenez que une diagonale, pourquoi on parle d'une diagonale et pas d'une impulsive ici? Tout simplement parce que la 4 vient voyager dans le territoire de la 1, et qu'elle se fait dans une formation un petit peu en biseau. Donc ça ressemble un petit peu à ça sur Bitcoin. Vous comprenez que c'est le scénario le plus bull. C'est le scénario en Elliott qui nous apporte vraiment ici une hausse à 30 000. Et ensuite, le retournement, on en parlera après. Hein. En Elliott, on fonctionne structure par structure, vague par vague. Et puis ensuite, on parle éventuellement derrière de la structure la plus grosse, si jamais on voit un retournement conséquent. Mais j'ai toujours dit, et je le dis depuis plusieurs mois maintenant, que pour moi, Bitcoin ira à 30 000 $ avant tout simplement de retester les 17 ou les 19. Bah là, on est au cœur de la réponse. C'est-à-dire que si on perd tout simplement cette droite de tendance-là, ça veut dire qu'on est dans autre chose, qu'on est déjà dans une structure qui potentiellement nous emmènera soit au 14, soit au double bottom. Par contre, si jamais on va aux 30 000, la lecture aura été relativement propre, et on sera potentiellement dans un décompte cohérent. Il y a autant de décomptes d'Elliott qu'il y a d'Elliotistes, donc du coup, n'y voyez pas là un système de prédiction de prix, c'est tout simplement un système de prise de profit plutôt qu'autre chose. Le prix ne monte pas en ligne droite, et Elliott vous aide à appréhender cette idée. J'enchaîne sur
Ether, on avait dit qu'il allait potentiellement ici redescendre et corriger à minima jusqu'aux 1520 $. Et globalement, ce qui s'est passé sur Ether, je vous ai noté là ici la même structure sur Ether, sauf que sur Ether, elle a beaucoup plus une tête d'impulsive, elle a pas une tête de diagonale. En gros, le mouvement est plus fort sur Ether, on sent plus de force et l'impulsion ressemble plus à une impulsive d'Elliott. Renseignez-vous, n'hésitez pas à aller voir éventuellement quelles sont les différentes règles, etc. Mais en gros, une diagonale, la 4 voyage dans le territoire de la 1, alors que sur une impulsive, ça n'est pas le cas. La 3 n'est jamais la plus petite des vagues, la 2 ne dépasse jamais la racine de la 1. Voilà, ça c'est les règles tout simplement d'une impulsive. En gros, elle est assez propre cette impulsive, sincèrement, et à part cette structure-là, toute cette 3 qui pour moi semble un petit peu bizarre dans sa construction, globalement on a quelque chose de plutôt lisible et plutôt propre. On avait dit que Ether, on avait une target sur Ether à 1520 $, vous voyez qu'on a touché les 1523, et globalement on avait aussi comme target de revenir faire une touchette sur le biseau bleu, là, enfin c'est pas le biseau d'ailleurs, c'est pour le coup Ether a déjà redépassé la ligne de coup de la fameuse épaule tête-épaule que je vous montrais. Ether a déjà fait son breakout pour réintégrer cette figure-là. Et globalement, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut voir sur Ether? C'est plus ou moins aussi un signal de retournement. On va aller faire vite fait le momentum. J'ai oublié de le faire sur Bitcoin, donc on va le faire en daily. Là, on est en daily, vous le voyez. Et en gros, le momentum sur Ether, on va ici nettoyer un petit peu. On n'a plus besoin de ce biseau. Tac. On n'a plus besoin de ça non plus, hein. Ça on avait eu le signal comme quoi il fallait shorter avec ça, et globalement on a un retournement effectivement en daily du RSI sur Bitcoin, donc ça c'est plutôt bien. On a une inflexion du MACD et on a un rapprochement ici entre la ligne de signal et la ligne de moyenne, donc ça c'est bien aussi. Ici on a un money flow qui remonte légèrement, on a un stochastique qui est bien venu visiter le zéro, on a cette vague qui va potentiellement bientôt se fermer ici, donc potentiellement en daily, peut-être demain, peut-être aujourd'hui ou demain, on aura cette fameuse pastille verte qui nous dira que l'achat en daily est préconisé par le Cypher. Le stochastique ici, vous le voyez qu'il se retourne. Alors là, ce que vous pouvez faire, tout simplement pour bien vérifier qu'on reste dans cette traîne-là de stochastique vers le haut, vous mettez une alerte et vous dites que si jamais le stochastique se retourne vers le bas, du coup ça va sonner, ça va vous prévenir. Mais là, on passe bien la ligne de signal également. La vraie ligne de RSI stochastique, c'est la bleue. Celle qui lag plus, donc qui a une fréquence différente et qui est plus longue à réagir, c'est la ligne de signal, c'est la rouge. Et là en l'occurrence vous voyez que on est plutôt pas mal. Le H-Ribbons aussi très intéressant, qui nous a noté une pastille d'achat bleu, donc globalement c'est vraiment quelque chose, un indicateur qui est assez fiable ici. J'avais parlé d'une capitulation ultime des mineurs dans ma dernière vidéo, puisqu'on voyait que la réserve des mineurs était vraiment à la diminution, donc on a eu beaucoup de ventes des mineurs dernièrement, mais en tout cas là il semblerait qu'ils ont rebranché ils ont rebranché pour reminer à nouveau à partir du 3-4 août. Vous voyez qu'on avait eu cette trend là petit à petit de rebranche, c'est-à-dire que la difficulté augmente, donc les mineurs rebranchent, donc ça devient plus intéressant pour eux de continuer à miner à nouveau. À partir du 8 juin ici, on en avait beaucoup qui avaient débranché. Et là c'est pareil, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que vous avez deux moyennes, une moyenne beaucoup plus longue qui réagit lentement et une moyenne beaucoup plus rapide, et c'est comme ça qu'on construit le H-Ribbons. Et globalement, vous voyez que, enfin je vais pas vous faire le backtest, vous avez des tas de vidéos qui en ont parlé quand c'était le cas, mais globalement le H-Ribbons est plutôt un bon indicateur. Est-ce que ça veut dire ici qu'on va pas descendre plus bas? Est-ce que ça veut dire qu'on va pas aller sous les 17? Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez par exemple ici, pour prendre le dernier H-Ribbons, tout simplement, qui avait flashé en gros sur cette bougie là, vous le voyez là, globalement on avait monté un petit peu, et puis ensuite on était revenu sous le point initial. Le H-Ribbons est un indicateur de rallye de soulagement, ou en tout cas de reprise haussière, mais ça ne veut pas dire, et vous voyez, je prends la première pastille là ici en amont, vous voyez que tout simplement là on était quand même allé plus bas après que le H-Ribbons ait flashé, hein, donc ça veut pas dire qu'il faut enlever tous vos ordres qui sont ici posés aux 14, aux 15 000 $, aux 18 000 ou je ne sais quoi, juste parce que le H-Ribbons a flashé. Le H-Ribbon, c'est une indication d'une reprise haussière, peut-être potentiellement. Alors moi, je crois plus trop dans les halvings maintenant que, comment dire, on est sur un marché qui est beaucoup plus institutionnalisé. Mais globalement, peut-être que sur le modèle un petit peu de ce qui s'était fait quand même en 2019. Vous voyez là on est en 2018, 2019 on a une très forte vague haussière, hein, on prend quelque chose comme, on prend pas mal de pourcents quand même. Depuis le plus bas ici jusque là, on prend 300%, 272, non, je me suis mal mis, hop, on va y arriver,
346%. Et puis finalement, après, il y a le crash Covid, etc. Donc on se retourne, on fait cette grosse structure ici de correction. Mais globalement, le H-Ribbons, vous voyez qu'il avait flashé où? Entre ce qu'il nous avait dit et voilà, on avait eu ici 307% d'augmentation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le fait qu'on ait les mineurs recommencent ici à miner et la difficulté réaugmente à nouveau, c'est vraiment plutôt une bonne chose. Ça témoigne de la bonne santé, du réseau et aussi des bonnes prévisions des mineurs qui se disent bon ben ça y est, désormais à ce prix-là, on peut recommencer tout simplement à miner. Le momentum sur Ether, globalement, vous allez arriver sur les mêmes choses que ce que je vous ai montré sur Bitcoin, c'est-à-dire que en daily, c'est plutôt encouragement, pardon. On va faire ici le momentum en 12 heures, histoire d'avoir un peu plus de précision. Vous voyez ici également retournement du RSI. On est venu faire un tour en 12 heures dans la zone de survente. Le MACD vraiment où on a un rapprochement là ici entre les droites et le mouvement qui semble être terminé à la vente. Une divergence haussière ici sur le et ça c'est plutôt bon. Le stochastique est bienvenu visiter les zéros, la VWAP qui s'écarte du zéro. On avait eu ici toutes ces divergences baissières qui s'étaient mises en place. On a eu cette fameuse correction qui était assez soudaine et qui était plus ou moins une cascade de liquidation, hein, tout simplement. Et puis ici le stochastique également qui est plutôt en train de sembler marquer la volonté d'aller à nouveau faire un aller-retour directement en zone de surachat. Donc le momentum indique une reprise. La question c'est, est-ce que cette reprise va nous donner globalement quelque chose comme ça, c'est-à-dire une ABC qui va plus bas, d'accord? Ça c'est la première question. Ou alors, est-ce que dans ce retournement-là, on est dans le scénario bull, tout simplement, où en fait ça va nous donner une ABC qui fait ça, d'accord? La grande question, globalement, elle est là, elle est tout simplement de se dire, est-ce que le 17 septembre, on sera à 30 000 $, ou alors est-ce qu'on va d'abord aller faire ce fameux double bottom? Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Est-ce qu'on va d'abord vers les 30 000 ou est-ce qu'on va d'abord vers les 17, 19, voire 15? C'est la grande question du moment qui se base sur quoi? Alors on va passer sur les news aujourd'hui puisqu'il n'y a pas grand chose. Si on a Sam Bankman-Fried qui est le CEO, donc le PDG de FTX, qui est en première page du Wall Street Journal, donc ça c'est suffisamment important et on dit qu'il envoie 1 milliard pour sauver la crypto. Donc très belle com pour FTX là ici qui a essayé d'aider Voyager, qui a fait des prêts etc, des crédits pour essayer de sauver pas mal de monde qui était un petit peu dans ce qu'on appelle du idiot management, c'est-à-dire tout simplement très mal managé. Le gaz aux US qui augmente, le gaz naturel, alors ils vont nous envoyer par bateau, mais si ça fait augmenter les prix chez eux, je pense pas qu'on en aura beaucoup, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça dit cette histoire-là. Ici, on nous dit qu'après 6 mois de guerre en Ukraine, le momentum a l'air de plutôt passer plus en faveur de la Russie, c'est-à-dire que on a un petit regain ici de la part de l'Ukraine. Ici, Intel qui signe un contrat de 30 milliards pour créer, j'avais beaucoup parlé des semi-conducteurs sur une vidéo sur Taïwan, et là on voit que le programme Chips for America, qui est tout simplement la création d'usines de semi-conducteurs et de puces est en train de se mettre en place pour Intel à base de 30 milliards. Rien à dire pour moi sur Coindesk, rien à dire non plus sur Bitcoin.com. Le truc principal ici qu'on va regarder, c'est le calendrier économique, parce qu'on a pas mal de choses cette semaine, malgré le fait qu'on soit tout simplement fin août. Et en gros, ici on aura le PMI, donc ça c'est un indice assez important de la santé de l'industrie américaine, donc ça on pourra éventuellement le suivre. Pas extrêmement important, mais important quand même. Ici, des nouvelles sur le marché de l'emploi, une révision du GDP, c'est-à-dire que vous aurez la deuxième estimation qui est un peu plus précise de est-ce qu'on est en récession ou pas, donc ça sera pour jeudi. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi, c'est tout ce qui est PCI. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les données, on va dire, de consommation. C'est un peu plus comme les données vraiment de consommation des ménages hors bouffe et électricité. En gros, et je vous ai sorti ici un petit peu la définition, si vous voulez, c'est l'indice des prix de base de la consommation des particuliers, d'accord? Donc en gros, ça mesure la variation des biens et services achetés par les particuliers dans le but de les consommer, mais en enlevant les produits alimentaires et énergétiques. Ces produits sont pondérés en fonction tout simplement de leur poids dans l'achat des ménages, donc on fait une sorte de panier ici, et voilà.
En gros, une lecture plus élevée que prévu est positif haussier pour l'US dollar et une lecture moins élevée que prévu est baissier pour l'US dollar. Donc ça, on va suivre beaucoup parce que c'est quelque chose que la Fed va suivre elle également quand elle aura son meeting dans un mois. Dans un mois, il y aura un nouveau meeting de la Fed et il y aura une hausse de taux, probablement une nouvelle hausse de taux de la part de la Fed. La question c'est, est-ce qu'on va être plutôt dans les 0,50 ou les 0,75 ? Pour l'instant, le marché price quelque chose entre les deux. Si on va sur l'outil de la Fed ici, c'est l'outil du CME, qui est plus ou moins un sondage, qu'est-ce que pensent les acteurs par rapport à ça. Globalement, vous voyez que 60% pensent que ça sera 0,5 et 40% pensent que ça sera 0,75. Donc le marché est en train de pricer tout ça et on aura des infos là-dessus ce vendredi. J'étais sur quoi? Oui, voilà. Également, et ça c'est très important, le même jour, vendredi, donc il va y avoir de l'action vendredi, il va y avoir probablement de la volatilité, un discours de Jérôme Powell au Jackson Hole Retreat. Le Jackson Hole Retreat, c'est quoi? C'est toute la Fed, donc il y a aux États-Unis, je sais pas, il y a 10 ou 15 Fed différentes qui sont des banques fédérales, et puis il y a le grand patron de tous ces gens-là qui est tout simplement Jérôme Powell, et en l'occurrence, ils vont ici se faire une petite retraite du coup, dans le Kansas, et puis discuter un petit peu, boire des petits fours et tout ça, et à la fin, Jérôme Powell fait un discours. Je pense qu'il y aura bien entendu une analyse de tout ce qui est sorti là sur la journée au niveau PCE, puisque la Fed suit vraiment énormément cet indicateur-là. En gros, sur le PCE, si on a plus de 6,8, ça sera pas très bon pour les marchés. Là, je parle du price year over year, d'une année sur l'autre. Si on a plus de 6,8, les marchés vont pas forcément bien l'apprécier. Et puis, en gros, on écoutera bien ici, on lira bien entre les lignes du discours de Jérôme Powell qui aura lieu à 16h vendredi et on aura ces chiffres là autour de 14h30 heure française. Donc à suivre, vraiment c'est important, vendredi, beaucoup de grosses news à suivre ici et probablement beaucoup de volatilité, ne serait-ce qu'à partir de jeudi, je pense que ça va commencer à bouger assez fortement. Voilà, on a fait les news, on va maintenant faire le sentiment, comme d'habitude, nous on fait toujours sur la chaîne fondamentale, technique et sentiment, et à présent on le fait également sur Ethereum et Bitcoin. Avant on faisait que Bitcoin, mais maintenant on le fait sur Ethereum. Pourquoi on le fait sur Ethereum? Tout simplement parce que, vous le voyez ici, on a 146 millions qui ont été liquidés, et vous en avez quasiment la moitié, encore une fois, qui est sur Ethereum. Vous avez 2 fois plus d'open interest qui est liquidé là sur les derniers jours que sur Bitcoin, alors que l'action de prix sur Ethereum, elle est légèrement en dessous. Donc il faut bien comprendre ici que on a beaucoup de shorts qui sont liquidés sur les dernières 24 heures, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que ce tout petit rebond ici, on avait du monde qui était rentré en short massivement. Donc qu'est-ce que ça vous dit au niveau sentiment? Ça vous dit tout simplement que les gens étaient extrêmement baissiers, et nous on veut que les gens soient plus ou moins baissiers, mais on veut qu'ils soient baissiers sur les dérivés, c'est-à-dire qu'on veut du shorter en levier pour venir les short squeezer violemment, mais par contre on veut une demande au spot, une demande des investisseurs qui elle est bonne, c'est-à-dire qui tout simplement que quand même tout ça soit porté par une demande saine au niveau du spot, et c'est ça qui vous crée un rallye haussier intéressant. C'est tout simplement quand vous avez une demande au spot qui est quand même croissante, et ici vous voyez qu'à 24-25 000 sur le dernier rallye, en tout cas sur Bitcoin, sur le dernier rallye, à 24-25 000 on n'avait plus grand chose en acheteur parce que les gens doutaient à cause des données de récession, etc., à cause de toutes ces choses un petit peu, qu'est-ce que va faire la Fed, est-ce que on va ici vers potentiellement peut-être une dépression inflationniste, une stagflation. Les marchés savent pas trop quoi pricer en ce moment, et en l'occurrence c'est la même chose sur Bitcoin comme sur les marchés traditionnels. Donc voilà, ça en dit long sur le sentiment, ça en dit long aussi sur le rôle d'Ethereum en ce moment, sur ce que font les market makers, puisqu'on joue avec Bitcoin tout simplement parce qu'il y a moins d'argent à mettre sur Bitcoin au spot pour corriger Ethereum. En tout cas, ça c'est assez flagrant de le voir. Le carnet d'ordre, on aura des ordres ici qui vont se faxer vers les 21 700, donc là il y aura, c'est pas énorme, il y a 200 ou 300 Bitcoin, mais si on y retourne là prochainement, on aura potentiellement ici un point d'arrêt. Max Pain Price pour vendredi, 23 000 $. Si vous comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait là-dessus, tout simplement sur qui manipule le prix. Il s'appelle qui manipule le prix, et là on parle des options, on parle des leviers, on parle de toutes ces choses là. D'une manière générale, allez voir les tutos. Si vous comprenez pas tout, ça va vous aider à comprendre tout le vocabulaire beaucoup plus vite, etc. Et rejoignez-nous aussi sur le Discord, dans lequel vous avez des sections lexiques, etc. Enfin, pas mal de ressources, des bouquins de chartisme que moi je trouve intéressants, etc. Enfin, en tout cas, si le contenu ici vous plaît, n'hésitez pas à venir approfondir
plus ou moins toutes ces méthodes-là sur le Discord. En l'occurrence, là, on est sur les marchés en levier. Qu'est-ce qu'on essaye de voir? On essaye de voir les poches de liquidité. Je vous ai déjà noté tous les points ici parce que c'est assez rébarbatif. De temps en temps, je le fais en direct. Comme ça, les gens comprennent comment je le fais. Mais globalement, je le fais pas à chaque fois. On a de la grosse poche de liquidité ici pour moi en dessous jusqu'aux 20 300 $. Et globalement, on a quand même engrangé ici. Alors pour moi, il y a un fort niveau ici à venir chercher au-dessus des 21 600. Donc on va le mettre en gros pixels. Voilà, et globalement ici je vous ai mis cette ligne en trétillé aussi. Pourquoi je l'ai mise en trétillé? Tout simplement parce que nous ce qu'on analyse c'est les stop loss, c'est-à-dire au moment où les stops sont pris on enlève les barres, mais celle-là elle est tellement importante, là vous le voyez, le fonding il fait un joli plongeon quand même, et on a une importance assez élevée de l'open interest qu'on peut imaginer que les stop loss sont probablement plus hauts, ou en tout cas que ces gens-là vont aller jusqu'à la liquidation. S'ils vont jusqu'à la liquidation, vous comprenez que pour liquider les x20, par exemple, les leviers x20, il faut que le prix augmente de 5%. Ici, on commence à bouffer le collatéral de votre levier. D'accord? Si vous avez ouvert un levier x20 ici en short, on parle de short, ici on parle de shorter, eh bien, au 5%, vous serez liquidé et vos bitcoins appartiendront au market maker qui avait pris le contrat en face. C'est encore une fois ce que j'explique dans les tutos et ce que j'explique sur comment fonctionnent tout simplement les perps, etc. Voilà. Ici, on a une demande au spot qui est repassée croissante, et ça pour moi c'est intéressant parce que ça va être de plus en plus difficile ici pour les market makers de payer, de vendre du bitcoin au spot, de le vendre suffisamment avec des algorithmes hyper bien réglés pour en dépenser le moins possible. Ça va être plus difficile et plus cher de faire corriger le prix vers le bas. Alors que là, on avait un CVD qui était décroissant. Là, on recommence à avoir de l'intérêt au spot. Donc, ça pourrait nous faire dire ici que potentiellement, les market makers vont tout simplement s'accommoder du fait d'aller éventuellement faire ce mouvement. Alors, je dis quoi pour les leviers x20? Et vous comprenez que les leviers x20, c'est un minimum. Ça nous donnerait ici un short squeeze jusqu'au 22 300 à minima. Hop. Donc le CVD au spot est croissant, on a du shorter au-dessus, donc les market makers vont probablement laisser faire ici. Quand je dis market makers, je dis plutôt les algorithmes, on va dire tout simplement, voilà, ils vont probablement ici laisser faire, et on va peut-être ici laisser cette poche de liquidité pour plus tard, quand le CVD se retournera lui de lui-même, et éventuellement aller prendre là-dessous, ou tout simplement laisser gagner ces gens-là, si jamais là on est sur une configuration de bottom. Sur iBlock, donc là on regarde les positions des 5 derniers jours, vous voyez qu'on n'a pas grand monde sur Bitcoin, sincèrement en open interest c'est pas chargé comme d'habitude. Globalement un rebond ici pour liquider sur Bitcoin autour des 22 300, je crois que c'est ce que j'avais dit, oui c'est ce que j'avais dit, 22 300, donc c'est exactement ça, vous voyez qu'iBlock voit exactement la même chose que moi. Et ici en dessous, si on devait vraiment établir une zone à liquider, on serait autour des 20 400. Sur Ethereum, beaucoup plus de monde, beaucoup plus dense, beaucoup plus fourni, c'est pour ça que je vous le dis tout à l'heure, c'est pour ça nous tous les jours maintenant on regarde Ethereum, parce que ça peut nous dire potentiellement où va Bitcoin également. Et en l'occurrence là sur Ethereum, on a du shorter qui est rentré assez fortement jusque là, et puis finalement on en a short squeezé une bonne partie, c'est les fameux 60 millions que je vous montrais ici là, ces 60 millions de liquidation sur Ethereum, vous les voyez là directement sur la chart dans les dernières 24 heures, excusez-moi, dans les dernières 24 heures c'est vraiment toute cette bande là qu'on a prise, mais en faisant ça vous voyez qu'on envoie ici quand même un petit paquet de shorter, un petit paquet de longueur pardon, et potentiellement si on a pris cette zone de densité jusqu'au 1007, admettons que cette grosse position là est déjà pris profit, admettons que là pour moi cette zone de densité là elle est un petit peu vieille, elle a plus de 5 jours, elle a déjà gagné entre guillemets son pari, elle a commencé admettons à shorter, on devait être déjà au 1007, on est descendu au 1005, si vous êtes sur un levier x50 c'est peut-être le moment de prendre profit, mais en tout cas tous ceux qui sont en position là ici, on pourrait venir les chercher, donc faire un rebond ici autour des 1007 instant T, et puis ensuite revenir faire une petite claque au niveau de la zone du bas, puisque vous le voyez que c'est des petits, c'est des petites positions, mais à force d'accumulation, ça commence à faire du monde quand même. Sur Kingfisher, sur le Bitcoin, Kingfisher nous identifie une poche de liquidité ici entre 24 000 $ et 23 500 $, assez conséquente, donc on suivra ça de près. Moi je la vois un peu plus basse, je la vois, je vous l'ai dit, autour des 22,3. 22,3 pour moi il y a vraiment un gros pic ici à prendre, mais c'est un algorithme Kingfisher, donc il peut réfléchir différemment de moi, et je n'ai aucun problème avec ça. Ensuite, donc on a fait le tour là je pense, on va revenir sur Bitcoin et conclure et donner potentiellement ici une direction au prix. Alors pour moi à l'instant T, étant donné le CVD, j'ai pas regardé par contre le CVD sur Ether, autant pour moi, tac,
CVD sur Ethereum qui lui pour le coup est décroissant, hein, donc c'est assez drôle de voir comment les actifs s'opposent, c'est vraiment assez intéressant. CVD sur Ether qui est décroissant et CVD sur Bitcoin qui est croissant. Qui drive le marché en ce moment? C'est vraiment une bonne question. Est-ce qu'on utilise Bitcoin pour faire corriger Ether et du coup ça crée des cascades de liquidation en tout cas on sait que l'argent est sur Ether ici et souvent il faut juste se poser la question de où est l'argent et puis ensuite aller voir éventuellement ce que ça fait. En tout cas on a des choses à liquider sur Ethereum. On a ici, on tient cette trend et tant qu'on la tient pour moi sur Bitcoin, on est sur une config haussière qui reste haussière. On a suffisamment corrigé là depuis cette correction là. Attention au contact de cette droite parce qu'elle est très puissante et du coup voilà il faudra vraiment la casser si on veut faire cette fameuse 5, sinon on va faire une espèce de retournement ou en tout cas venir chercher un double bottom avant. Donc sur Bitcoin, moi personnellement je reste haussier et sur Ether je reste baissier, ça correspond un petit peu à ce que j'avais dit précédemment. Néanmoins comment dire, il suffit ici qu'on aille chercher les 1007, qu'on corrige ici suffisamment, qu'on marque vraiment ici pour le coup quelque chose en 3 phases pour finir cette 4 là et faire ce fameux retest ici autour des 1500. Moi j'ai mis des ordres à 1520. Globalement ici à 3 $, j'ai pas été touché quoi globalement, mais c'est pas grave, on laisse comme ça, on attend que ça se fasse. Si ça se fait pas, on rachètera plus haut. Nous ce qu'on joue c'est sur le coup pour ces zones là, c'est plus des variations de prix que vraiment toucher un bottom parfait ou quoi que ce soit ou quoi qu'est-ce. On avait acheté ici les 1000 $, toute cette partie là on en a vendu une partie à 2000 et puis pour l'instant on redCA sur la descente au cas où on redescende tout de suite. Comme je vous expliquais, ça c'est le scénario où on baisse globalement et où on n'est pas dans cette 1, 2, 3, 4, 5. Et globalement ça permettra d'avoir un prix lissé également vers le bas, donc en globalement racheter à 1005, racheter à 1280 et racheter à 1000 à nouveau. Donc du coup on aura gonflé notre bac d'Ethereum tout simplement en revendant la doublette qu'on avait faite ici. Voilà, globalement, sur Ether, je serais plutôt baissier. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment ici corrigé, mais c'est aussi le propre, je pense, de ce type de rallye sur Ether, c'est qu'on laisse rentrer personne, hein, c'est ça le but d'une FOMO, donc ça vous oblige à racheter plus haut. Globalement, ici, on défend le premier arrêt sur Ether, enfin, je parle en tout cas de cette petite structure-là, vous le voyez, le premier arrêt a été défendu sur cette hausse-là. Si on prend la structure dans son ensemble, on corrige, oui le premier arrêt, on l'avait noté, il est ici. Globalement ça m'étonnerait qu'on vienne pas à minima quand même chercher 1474, donc si vous voulez toucher de l'Ether dans ces eaux là, et que vous jouez ce scénario d'une 1, 2, 3, 4, 5, donc avec une prochaine jambe haussière, donc là vous payez une 4 en gros, le bas d'une 4, et pourquoi pas, si jamais on voit que par contre on perd, et pour moi sur Ether le signal il est sur cette ligne bleue là, si jamais on la perd, et du coup on est dans quelque chose d'autre, on est dans une autre structure et du coup voilà, potentiellement revenir par exemple là ici sur cette droite là ici qui n'a touché que 2 fois pour l'instant, et puis ici si on perd par contre ce gros support, pour moi c'est un gros support là qu'on a là sur Ether et qu'on dessine plus quelque chose comme ça, c'est une superbe opportunité de repayer les 1200, je vous ai parlé des 1280, moi c'est l'ordre suivant que j'ai sur Ether, et en gros une superbe opportunité de les payer puisqu'on est quand même sur le trade de The Merge ici, donc il n'y a pas vraiment de raison ici de vendre, en tout cas avant la semaine, juste avant le 19 septembre, hein. Vous comprenez que en gros se positionner ici à la vente, ça ferait vraiment un trade de petit bras. Nous on a vendu les 2000, mais voilà, ça serait vraiment petit bras. Moi je verrais plutôt voilà un Ether bien au-dessus, plutôt 2005, et voire potentiellement on avait une target, la target la plus haute qui se situait quasiment à 4000 hein, au niveau de The Merge, je sais plus où on l'avait vu. En gros, l'idée c'était que au 19, on soit à 3000 ici, ou au contact ici à minima à 2005. Plus on avance dans le temps, vous comprenez que plus cette target là ici diminue. Ça reste du chartisme, mais en gros, ça reste quand même ici aussi quelque chose d'extrêmement intéressant à évoquer, à regarder et à analyser. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je vous ai donné ma direction de prix a priori sur Ether et sur Bitcoin. Est-ce que les deux pourront aller dans un sens différent? Non, je pense pas. Mais je pense par contre que Bitcoin peut offrir désormais une latéralisation, puisque vous l'avez vu, son CVD est montant, et en l'occurrence ça permettra à Ether de short squeezer en même temps. Donc Ether là, du coup c'est le ratio qu'il faudra surveiller, c'est-à-dire voilà un réveil, exactement comme on le voit là depuis 3 jours, un réveil du ratio Ethereum contre BTC,
Et puis en gros, voilà, le problème qu'on a foncièrement, c'est que comment dire, les cryptos, ça reste un monde relativement fermé quand même, hein, surtout en ce moment. On a assez peu d'intérêt des retail, on a en ce moment que les institutions qui sont vraiment intéressées, et on a beaucoup de bitcoins qui bougent à court terme, on le voit vraiment sur les données on-chain, c'est-à-dire que les bitcoins qui ont moins de 5 mois, globalement, se passent de main en main, et puis finalement les bitcoins qui ont plus d'un an ne bougent pas. Donc c'est un petit peu donc ça sous-entend que le marché est très fort, hein, puisque les gens qui ont hodl depuis plus d'un an gardent leurs bitcoins et ne les bougent pas. Je rappelle qu'on a 65% quasiment des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis un an. Et puis derrière, on a ces bitcoins qui ont moins de 5 mois qui passent d'une main à l'autre, et c'est ça qui fait le prix en fait. Tout le reste est stocké sur des cold wallets et ça ne fait pas le prix. Donc en l'occurrence, c'est ici les spéculateurs qui vont donner une direction, et c'est pour ça que en ce moment on est hyper corrélé à tout ce qui est Nasdaq, S&P 500, etc. C'est parce que c'est tout simplement les bitcoins de court terme qui font le prix, comme je vous l'explique. Donc bien surveiller ça, et bien surveiller, comme je le dis, sur Ether, c'est pareil, c'est la spéculation qui va faire le prix désormais à ce moment-là, encore qu'on a beaucoup plus d'activité sur le passage de main en main d'Ethereum par rapport à BTC. Mais du coup, si vous voulez une direction, surveillez bien ici le ratio. Si vous êtes du coup baissier, là par exemple, on peut voir que potentiellement, on est sur un réveil du ratio Ethereum contre BTC. Donc on peut penser ici que BTC va corriger, puisqu'il va arrêter d'être manipulé par les market makers pour aller, on a suffisamment nettoyé ici pour moi sur Ether, encore qu'on pourrait ici toucher les 1005, vraiment les 1480, enfin redescendre encore un tout petit peu plus bas, que ça ne serait pas choquant. Et deuxième chose, c'est que, oui, voilà, surveillez le ratio et regardez les CVD, et vous pourrez ici en conclure que probablement que Bitcoin va latéraliser, et probablement que malgré un CVD qui descend, Ether va désormais, le CVD va potentiellement petit à petit se retourner pour tout simplement aller chercher les shorters qui sont assez nombreux ici sur cette zone-là. On l'avait vu tout simplement sur les quelques derniers jours, et à minima ici reprendre la zone des 1007, voilà, 1007, 1009. Ça peut être vraiment quelque chose que on peut analyser comme suit. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On était vraiment dans le détail ici, un peu dans le technique. Soyez bien devant les écrans, ou en tout cas si vous le pouvez, surveillez bien ce qui va se passer vendredi, parce que ça va être des news vraiment importantes ici. Voilà, demain je pense qu'on fera peut-être du Glassnode, peut-être du on-chain, des choses comme ça, ou en tout cas s'il y a un sujet, on ira le traiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à activer la cloche de notification. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Et puis voilà, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire pour les gens qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, éventuellement parler de choses qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Aujourd'hui, la question du jour sera: est-ce que vous êtes plutôt tong ou claquette, sachant que la tong, c'est celle où vous mettez du coup votre il y a un petit bicou qui se met entre le gros orteil et le majeur en fait. Oui, l'index, pardon. L'index, enfin, si on peut dire qu'on a un index au niveau des doigts de pied, je sais pas s'ils ont un nom spécifique. Mais voilà, pour ceux qui ont les pieds grecs, ça peut éventuellement être un majeur. Enfin voilà. Bon, en gros, du coup, voilà, ce sera la question du jour, et n'hésitez pas à y répondre. Abonnez-vous, mettez des likes. J'ai que 10% des gens qui écoutent les vidéos qui mettent des likes, donc et n'hésitez surtout pas à prendre les quelques petites secondes pour le faire. Et je vous dis à demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. C'est tout, je vous laisse là. Bonne soirée à tous, et merci de votre fidélité. À bientôt.